Bonsoir à tous, Le Monde aujourd'hui, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. Mahamadou Issoufou, le médiateur de la CEDEAO, totalement satisfait de la mission de sa délégation au Burkina Faso. Le pays a également rendu public le bilan définitif de l'attaque de Gaskindé. Lamine Traoré, notre correspondant à Ouagadougou, nous en dira plus. Les États-Unis prêts à rencontrer la Corée du Nord sans conditions préalables. Washington, qui a par ailleurs lancé plusieurs missiles aujourd'hui vers des cibles en mer, au lendemain du tir par Pyongyang d'un missile balistique qui est passé au-dessus du Japon. La Guinée sera prête pour 2025, même si l'organisation de la CAN lui a été retirée par la CAF. C'est ce qu'affirme son ministre des Sports. Les détails tout à l'heure dans la rubrique sportive avec Yacouba Ouedraogo. Voilà pour les titres. Finalement, l'armée burkinabé a pu faire parvenir des vivres aux habitants de Djibo, une localité en proie aux menaces des djihadistes. On se souvient que Djibo attendait un convoi le 26 septembre dernier, lequel n'est jamais arrivé à destination. Une attaque dans la zone de Gaskindé a tout détruit. Aujourd'hui, on en sait un peu plus sur le bilan définitif de cette attaque. 37 personnes ont été tuées dans ces attaques selon les nouvelles autorités. Par ailleurs, une délégation de la CEDEAO était à Ouagadougou pour discuter avec le capitaine Ibrahim Traoré. Voyons tout cela avec notre correspondant sur place à Ouagadougou, Lamine Traoré. L'annonce a été faite ce mercredi par l'état-major. L'attaque contre le convoi de ravitaillement à Gaskindé, dans la province du Soum, région du Sahel, a fait 37 morts, dont 10 civils et 27 militaires. Également, 29 personnes ont été blessées, dont 21 militaires, 7 civils et un supplétif de l'armée. Le communiqué de l'armée indique que 3 personnes sont toujours portées disparues. Mardi, une note interne de l'armée annonçait la mort des 27 soldats qui seront inhumés le vendredi 7 octobre prochain à Ouagadougou. Le gouvernement renversé par le coup d'État du capitaine Ibrahim Traoré avait fait état de 11 militaires tués, 28 blessés et une cinquantaine de civils disparus. Le convoi de plus de 200 véhicules escortés par le régiment interarmes partait ravitailler la ville de Djibo lorsqu'il a été attaqué le 26 septembre dernier par des hommes armés. Hier, selon des sources, l'armée burkinabé a pu ravitailler Djibo par voie aérienne avec au moins 70 tonnes de vivres. Ces vivres restent toujours insuffisants selon des habitants contactés par VOA Afrique. L'attaque de Gaskindé a été l'un des éléments déclencheurs du coup d'État du capitaine Ibrahim Traoré. Ce dernier compte rétablir la sécurité dans le pays. Ce mardi, le nouvel homme fort du Burkina a reçu une délégation de la CEDEAO. L'objectif était que les nouvelles autorités respectent les engagements pris avec l'entité régionale. Une visite sous tension parce que de nombreux Burkinabés étaient dans les rues pour s'y opposer. Selon un communiqué de la présidence du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a lancé un appel à la CEDEAO et au médiateur Mahamadou Issoufou afin qu'ils accompagnent le pays dans sa quête d'un meilleur avenir pour le peuple burkinabé. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou. Merci Lamine. Le ministre ivoirien de la Réconciliation nationale a entrepris d'associer ses compatriotes de la diaspora au processus de paix. Kouadio Konan Bertin était dans ce cadre ici à Washington pour évoquer les problèmes de l'heure en Côte d'Ivoire. Suivons un extrait de l'entretien accordé à VOA Afrique, entretien mené par Marius Muhunga. J'ai pris mon bâton de pèlerin à la demande du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui m'a fait donc l'insigne honneur de me confier justement la délicate mission de réconcilier les Ivoiriens. On peut dire qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a toujours des exilés politiques? Je dis non.
puisque le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, depuis le 30 juin dernier, a mis fin au statut de réfugié en Côte d'Ivoire. Donc, plus aucun étudiant et aucun Ivoirien ne peut jouir du statut de réfugié à travers le monde. Aujourd'hui, la quasi-totalité de ces réfugiés-là, ils sont tous rentrés en Côte d'Ivoire. Le plus illustre d'entre eux, c'est le président Laurent Gbagbo, qui était en prison à La Haye, qui est rentré en Côte d'Ivoire. Et il ne se passe pas un jour sans qu'on enregistre des retours massifs ou même individuels. La Côte d'Ivoire, de ce point de vue-là, est bien engagée. Une autre personnalité de votre pays, c'est Charles Blé Goudé, qui a reçu son passeport de votre gouvernement. Il n'est toujours pas rentré en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous savez pourquoi? Il n'y a plus de soucis à ce niveau, c'est juste une question de temps. Peut-être même que d'ici là qu'on fait l'interview, Blé Goudé sera à Abidjan. Qu'est-ce que vous en savez? Les pourparlers sont dans ce sens-là? Le président de la République a dépêché son chef de cabinet, déjà à La Haye, pour parler à Blé Goudé lui-même. Et son ministre de la Réconciliation vous dit que ce n'est qu'une question de temps, que ce n'est plus un souci. Monsieur Guillaume Soro, qui n'est toujours pas rentré au pays, est-ce que vous savez pourquoi? D'une certaine façon, est-ce que vous ne pensez pas que son retour fait partie aussi de la réconciliation que vous recherchez? Je vous ai dit d'entrée de jeu que le président veut d'une réconciliation inclusive. Dans quel intérêt pensez-vous que le président Ouattara veuille exclure Guillaume Soro? Non. Sauf que pour aller à la réconciliation, il faut qu'il y ait donc deux volontés qui se croisent. Il faut qu'il y ait deux volontés qui se croisent et qui acceptent d'aller à la réconciliation. Je l'ai suffisamment dit aux Ivoiriens que le président de la République, le président Alassane Ouattara, a affiché, lui, sa volonté d'aller à la paix. Il a même tendu sa main à tous ses ex-belligérants. Tous ceux qui ont saisi la main tendue du président sont rentrés en Côte d'Ivoire. Eh bien, si Guillaume Soro veut entrer en Côte d'Ivoire, je le dis encore une fois aujourd'hui, que le chef de l'État a sa main toujours tendue. Il lui appartient de saisir la main tendue et pour qu'on avance. Le gouvernement éthiopien, par la voix du conseiller à la sécurité nationale du Premier ministre Abiy Ahmed, annonce avoir répondu favorablement à une invitation de l'Union africaine à de prochaines discussions de paix avec les rebelles de la région septentrionale du Tigré, sans en préciser la date ni le lieu. Pas de réaction pour l'heure des autorités rebelles du Tigré en conflit avec le gouvernement fédéral éthiopien. Elles ont néanmoins fait savoir que leur position sera annoncée dans un prochain communiqué. Aucun détail sur les participants n'a non plus été publié, notamment si l'Érythrée voisine dont l'armée épaule les forces gouvernementales éthiopiennes a été invitée. Les rebelles tigréens ont toujours déclaré qu'ils refuseraient la présence d'Asmara à d'éventuels pourparlers. Direction Mocimboa, la ville portuaire du nord du Mozambique, libérée des djihadistes il y a un an et qui revient lentement à la vie dans la province pauvre et majoritairement musulmane de Cabo Delgado, à la frontière avec la Tanzanie. Les Chebab, un groupe djihadiste armé affilié à l'État islamique, sont actifs depuis 2017 à Mocimboa après avoir été retenus par l'armée mozambicaine pendant 3 ans. Ils ont finalement réussi à installer leur base en août 2020 et ont commencé leur règne de terreur. Mais à quoi ressemble désormais la vie pour les habitants de cette région? Suivant ce reportage relaté par Gabi Dorsil. Bâtisses en ruine, magasins vides, tas de ferrailles et voitures calcinées où viennent jouer les gamins. Dans le nord du Mozambique, la ville portuaire de Mocimboa da Praia reprend doucement son souffle, 1 an après avoir été libérée des djihadistes. Je me sens en sécurité ici, à Mocimboa da Praia. Je suis d'ici. Je suis né ici, à Mocimboa da Praia. Mais si un jour ce conflit reprend dans notre district, je resterai ici, à Mocimboa da Praia. Je ne m'enfuirai plus. Je me battrai contre eux, les Chebab, et je dirai aux gens de ne pas s'enfuir. La province pauvre et à majorité musulmane du Cabo Delgado, frontalière avec la Tanzanie, est secouée depuis 2017 par la rébellion djihadiste des Chebab, affiliée au groupe État islamique. En août 2020, après 3 ans d'offensive repoussée par l'armée mozambicaine, ils avaient installé leur quartier général et imposé leur terreur à Mocimboa. Employée par une ONG internationale, Lucia s'en sortait plutôt bien dans cette région, parmi les plus pauvres au monde. Le 19, je faisais la cuisine pour les enfants à la maison.
Les Shebabs sont venus et ont demandé la permission. 3 fois, ils nous ont demandé d'ouvrir. Mais nous ne voulions pas ouvrir. Alors ils ont dit, nous allons brûler la maison. Alors je suis sortie. J'ai ouvert la porte. Nous sommes allés nous réfugier dans la chambre. L'un d'eux est entré dans la chambre et a pris les enfants. Ils ont dit qu'ils allaient bien s'occuper d'eux. Nous avons fui à l'extérieur. Ils ont enflammé les moustiquaires avec de l'essence et ont brûlé la maison. Najum Tete, un commerçant d'Olimbé, partage son expérience. Quand nous avons entendu les coups de feu, j'ai commencé à fuir dans la brousse avec ma famille, dans les bananeraies non loin de là. Quand ils sont arrivés, ils ont détruit les maisons, ils ont tout pillé comme vous le voyez. Un an plus tard, l'armée et les forces rwandaises, appelées à la rescousse par le gouvernement du président Philippe Nyusi, ont libéré la petite cité côtière. Depuis, elle panse lentement ses plaies. À 2 pas du marché où quelques échoppes rouverts, des centaines de supporters se sont massés pour un match de foot entre l'équipe locale et celle des soldats rwandais. La foule envahit le terrain dans un tourbillon de poussière quand les joueurs de Musimboa ouvrent le score. Vêtues de leurs chatoyants pagnes traditionnels, les femmes du quartier chantent en chœur et dansent. Et cette sortie qui fait grand bruit au Cameroun, dans une tribune publiée dans le Foreign Policy Magazine, plusieurs anciens diplomates américains, dont Niels Marquardt, ancien ambassadeur des États-Unis au Cameroun de 2004 à 2007, estiment que Marafa Hamidou Yahya, l'ex-secrétaire général de la présidence du Cameroun, et jadis homme de main du président Paul Biya, est un prisonnier politique ayant été arrêté sur la base des confidences qu'il lui a faites sur ses ambitions présidentielles. Selon le site camerouninfo.net, le diplomate à la retraite croit fermement que Marafa Hamidou Yahya, également ancien ministre de l'administration territoriale et qui a été condamné à 25 ans de prison, ne doit sa détention qu'à la publication en 2010 de certains de ses propos sur Wikileaks. Ils exigent donc sa libération. La Corée du Sud et les États-Unis ont lancé plusieurs missiles aujourd'hui vers des cibles en mer au lendemain du tir par la Corée du Nord d'un missile balistique qui est passé au-dessus du Japon. L'administration Biden s'est dit toutefois ouverte au dialogue avec Pyongyang. Le compte rendu des réactions avec Patsy Widakwazura, correspondant de la VOA à la Maison-Blanche. C'est un récit signé Jacques Aristide. Les armées sud-coréennes et américaines ont chacune tiré 2 missiles balistiques à courte portée ce mercredi, d'après Séoul. Dès mardi, des avions de combat sud-coréens et américains ont effectué des manœuvres de frappe en mer Jaune. Nous continuerons à coordonner la réponse immédiate et à plus long terme bilatéralement, trilatéralement avec la République de Corée et avec la communauté internationale. Mardi, un missile balistique à portée intermédiaire nord-coréen a survolé le Japon, une première en 5 ans qui a conduit Tokyo à activer son système d'alerte. Fumio Kishida, le Premier ministre japonais, s'est entretenu le même jour avec le président américain Joe Biden. Le tir de missiles balistiques par la Corée du Nord était un acte scandaleux qui était absolument inadmissible. Nous répondrons dès que possible avec la plus grande vigilance. Les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud ont récemment multiplié les manœuvres conjointes. Washington se dit déterminé à défendre ses alliés, mais toujours ouvert au dialogue. Notre objectif reste la dénucléarisation complète de la péninsule coréenne. Nous restons prêts à nous engager dans une diplomatie sérieuse et soutenue pour faire des progrès tangibles à cette fin et nous restons prêts à rencontrer la Corée du Nord sans conditions préalables. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit ce mercredi sur la question. Pyongyang a récemment adopté une loi l'autorisant à mener une frappe atomique préventive. En promulguant la politique de la force nucléaire dans la loi, le statut de notre pays en tant qu'État doté d'armes nucléaires est devenu irréversible. Naoko Aoki, chercheuse à l'Atlantic Council, commente le sujet via Skype.
Les Nord-Coréens essayent définitivement de profiter de la situation dans le sens où les États-Unis se concentrent sur la guerre en Ukraine. Et cela leur donne de la place et du temps pour poursuivre leurs objectifs. La Corée du Nord a également tiré des missiles balistiques à courte portée la semaine dernière lors de la tournée de la vice-présidente américaine Kamala Harris en Corée du Sud et dans la zone démilitarisée. Ici aux États-Unis, le président Joe Biden s'est envolé mercredi pour la Floride où l'ouragan Ian a semé la mort et la dévastation. Peu avant son départ, la Maison-Blanche a annoncé attribuer un nouveau coup de pouce à la Floride. L'administration Biden a doublé la durée établie initialement à 1 mois pendant laquelle l'État fédéral financera la totalité des coûts fixés à l'enlèvement de débris et les travaux urgents de consolidation. Joe Biden et son épouse Jill sont arrivés il y a quelques minutes à Fort Myers, au sud-ouest de la Floride. C'est là où l'ouragan a touché terre et fait le plus de ravages. La question de la reconstruction devrait être abordée entre le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, et le président américain. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington DC sur VOA Afrique. L'information vous revient dans un instant. Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, le deuxième coup d'État au Burkina Faso en l'espace de 8 mois. Le capitaine Ibrahim Traoré a pris le pouvoir, poussant le lieutenant-colonel Damiba à rendre le tablier et à s'exiler au Togo. Dans les deux putschs, les auteurs citent l'insécurité comme principale cause de leur action. Mais le nouveau maître de Ouagadougou évoque également la nécessité de se tourner vers d'autres partenaires prêts à aider dans la lutte contre le terrorisme. Quels enseignements tirer de ces derniers pluies de bottes à Ouagadougou? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com. Vous suivez Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie. Nous émettons en direct de Washington, D.C. Dans la réserve de Yangambi, au nord-est de la RDC, des scientifiques auscultent la forêt du bassin du Congo et cherchent à préserver ce joyeux vert au centre de la vie paysanne congolaise par divers projets de restauration. Le site a accueilli le mois dernier une réunion des scientifiques dans le cadre d'une pré-COP à Kinshasa, en amont de la 27e conférence sur le climat de novembre en Égypte. Claire Morin-Gibour. Depuis 2020, le bassin du Congo a désormais une tour à flux de 55 mètres de haut qui analyse l'écosystème et permet de mieux comprendre son rôle dans le changement climatique en quantifiant le carbone absorbé ou émis par la forêt. Si les données doivent encore être analysées dans la durée, une chose est sûre, cette forêt tropicale séquestre plus de gaz à effet de serre qu'elle n'en rejette. Le problème, c'est qu'on commence à avoir des preuves que l'Amazonie devient plutôt un émetteur. Et alors, tous les efforts, beaucoup d'efforts des scientifiques et des chercheurs sont visés sur le bassin du Congo et notamment la RDC qui a 160 millions d'hectares de forêts qui sont encore dans un état capable d'absorber et pouvoir contribuer à cette lutte au changement climatique. Au-dessus de la canopée, les scientifiques auscultent la forêt, pendant que dans les villages environnants, des paysans s'initient à des techniques de culture moins dévastatrices pour ce poumon vert menacé, essentiel à la lutte contre le changement climatique. Quand nous coupons les arbres, on sait que ça détruit la forêt. Il est souhaitable qu'on replante les arbres. La forêt a perdu un demi-million d'hectares selon le CIFOR, qui précise que l'exploitation industrielle ou illégale contribue à la déforestation, mais que c'est l'agriculture itinérante sur brûlis qui fait le plus de dégâts. Que la communauté locale ait des activités alternatives, les activités qui réduisent la pression sur la forêt. Donc, mais les dispositifs de la communauté internationale restent
vraiment théorique. Ça reste théorique, il y a des très longues procédures pour accéder au financement carbone. On pensait la forêt du bassin du Congo inépuisable, mais il faut désormais parcourir de longues distances, à pied ou à vélo, sur des sentiers étroits et boueux, pour trouver du bois, pour faire du charbon, ou les chenilles, très prisées pour se nourrir. Depuis 5 ans, le projet Forêt, pour formation, recherche, environnement, dans la Chopo, financé par l'Union européenne, tente de sédentariser les paysans, tout en leur permettant de mieux vivre de leurs champs et de la forêt. Du climat, on en parle également au Maroc, où le nomadisme se fait de plus en plus rare face aux conséquences dévastatrices du changement climatique. Les nombreuses difficultés de la vie nomade ne séduisent pas les jeunes qui rêvent de sédentarité. Dans ce reportage, les derniers nomades d'air riche racontent leurs souffrances et leurs peines. C'est un récit d'Edili Diko. Ces nomades marocains se battent au quotidien pour survivre dans d'âpres conditions climatiques et sociales. Avec leur famille, ils ont été contraints de poser leurs bagages dans un no man's land à environ 60 km de la ville d'Er-Riche, non loin d'une rivière à sec. L'accès à l'eau est un véritable problème. Le changement climatique est la cause de la dégradation de cette région. Il n'y a plus de chutes de neige comme avant qui permettaient d'alimenter la nappe phréatique. Tout est séché, les rivières, les puits. Les pauvres nomades sont coincés. Il ne reste qu'un seul point d'eau pour eux ici, et si la sécheresse frappe aussi cet endroit, ils n'auront plus rien. Au Maroc, le nomadisme pastoral, un mode de vie millénaire reposant sur la mobilité au gré des saisons et des pâtures du bétail, tend à disparaître. Les nomades ne sont plus que 25 000 selon le dernier recensement officiel en 2014 contre près de 70 000 en 2004. Pour Adou Dash, un ancien nomade, les politiques adoptées par les autorités compliquent davantage la situation des nomades à la merci du changement climatique. Le Maroc vert, un programme lancé en 2008 par le ministère de l'Agriculture et définissant la politique agricole du royaume chérifien, est décrié par les nomades. C'est le plan Maroc vert qui est derrière tout ça, puisqu'il a permis aux riches de construire des fermes, de creuser de nouveaux puits et de fermer les anciens puits appartenant aux nomades. Ils ont pillé les richesses du pays, ces personnes qui ont des maisons, des villas. Ils ont tout pris. S'ils pouvaient prendre la mer, ils le feraient. Ils ont laissé les personnes vivant dehors mourir. À 67 ans, Adou Dash raconte qu'il a abandonné le nomadisme en 2010 pour s'établir à Er-Riche. Ce choix de sédentarisation est devenu le phénomène le plus commun face au changement climatique. Dans ces paysages arides et rocailleux, les nomades expliquent que le dérèglement climatique perturbe en premier lieu leur parcours de transhumance et impacte leurs moyens de subsistance. À cause de la privatisation, ils disent être traités comme des parias. Nous aimerions bien aller dans d'autres régions, mais les gens nous chassent en nous disant de rentrer chez nous. Ils ne nous laissent pas nous installer ailleurs, mais notre chez nous est frappé par la sécheresse. Cette année, le Maroc subit sa pire sécheresse depuis 4 décennies et la situation devrait empirer progressivement jusqu'à 2050 sous l'effet d'une baisse de la pluviométrie, moins 11%, et d'une augmentation annuelle des températures, plus 1,3 degrés Celsius, selon le ministère de l'Agriculture. Et voilà qui nous amène au sport. C'est mercredi et nous retrouvons Yacouba Ouedraogo pour sa rubrique sportive. Bonsoir Yacouba. Bonsoir John et bonsoir à tous. C'est connu depuis la fête de la semaine dernière, la Guinée n'est plus le pays hôte de la CAN 2025. La CAF a annoncé le retrait de l'organisation de cette fête du football africain à la Guinée, soutenant que le pays n'est pas prêt. D'après le ministre guinéen des Sports, tout ce qui était prévu dans le cadre de cette CAN 2025 va être réalisé malgré ce retrait. Suivez. Le ministre guinéen des Sports, Lansana Béa Diallo, le dit clairement, même si son pays n'accueille plus la CAN 2025, la Guinée aura toutes les infrastructures prévues pour cette CAN et à la date indiquée.
Il y a juste une chose que je promets ici et que le président a promis et que le Premier ministre a promis au président de la CAF et aux membres de la CAF qui ont pris cette décision, que nous allons tout mettre en place. Tout mettre en place pour mettre toutes les infrastructures, effectivement, qui vont permettre à ce pays de se développer et qu'on restera dans la programmation qu'on s'est fixée, c'est-à-dire 2025. Et qu'en 2025, on sortira tous les stades, on sortira nos hôpitaux, on sortira nos aéroports, on sortira toutes nos infrastructures qui sont en lien avec cet objectif qu'on s'est fixé. Le chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, avait pris fin août un décret déclarant l'organisation de la CAN 2025 d'intérêt national et prioritaire. C'était début septembre, la veille de l'arrivée à Conakry d'une mission d'évaluation de la CAF. Le ministre guinéen des Sports avait rapporté que cette mission avait suggéré l'éventualité d'un report à 2026 ou 2027. Vendredi dernier, le président de la CAF s'est rendu à Conakry pour signifier aux autorités guinéennes le retrait de l'accueil du tournoi. Lors d'une conférence de presse samedi à Alger, Patrice Motsepe a indiqué qu'une dizaine de pays étaient intéressés pour remplacer la Guinée, parmi eux l'Algérie, qui a annoncé qu'elle sera candidate à l'organisation de la CAN 2025. L'Ukraine intègre la candidature commune de l'Espagne et du Portugal pour l'accueil du Mondial 2030. Et oui, même en temps de guerre, on pense au sport, disons. L'annonce a été faite par les présidents des 3 fédérations lors d'une conférence de presse organisée au siège de l'UEFA à Nyon, en Suisse. J'ai l'honneur de vous annoncer que l'Espagne et le Portugal ont inclus l'Ukraine dans leur candidature pour l'organisation de la Coupe du Monde 2030. Les 2 fédérations ont parlé à l'UEFA qui a montré tout son soutien. Nous sommes parfaitement convaincus que des solutions seront trouvées pour que la paix règne en Europe et qu'en 2030, l'Ukraine dispose de conditions nécessaires pour accueillir les matchs de la Coupe du Monde. Ici, en NBA, les managers généraux voient les Bucks remporter le titre cette saison. C'est ce qui ressort d'un sondage annuel de la Ligue nord-américaine de basket réalisé auprès des managers généraux des 30 franchises en lice. L'enquête publiée sur NBA.com a révélé que les Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo, sacrés en 2021, sont considérés comme les favoris pour le championnat 2023 avec 43% des suffrages. L'an passé, ils s'étaient inclinés en demi-finale de conférence Est face aux Celtics, finalistes du championnat, battus par Golden State. Les Warriors, tenants du titre, ont recueilli 25% des voix, tandis que les Los Angeles Clippers arrivent en 3e position avec 21%, juste devant Boston. Voilà, c'est tout pour cette rubrique sportive. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Yacouba, très fort pour prononcer ces noms trop compliqués. Et on termine par l'Inde, où plusieurs fidèles célèbrent la fête hindoue, marquant la victoire du bien sur le mal dans toute l'Inde. Les gens se sont pressés pour assister à l'autorité traditionnelle des effigies du roi Ravana, de son frère Kumbhakarna et de son fils Meghanada, marquant donc la fête annuelle hindoue de Dussehra. C'était ce mercredi 5 octobre. Les feux d'artifice dans différentes parties du pays et l'incendie des effigies des 3 démons ont coloré l'horizon. Dussehra est considéré comme le jour où le seigneur hindou Ram a vaincu Ravana, roi démon de Lanka, et bien sûr roi démon de Lanka pour sauver Sita, sa femme, enlevée. Comme le veut la coutume, les effigies de Ravana sont brûlées pour célébrer le triomphe du bien sur le mal. Voilà, je vous souhaite beaucoup de bien. Le Monde aujourd'hui, fin de cette édition. Au nom de toute l'équipe, je vous dis merci de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. D'ici là, passez une excellente soirée. Santé, bien-être, sport, beauté, nouveauté. Carnet de santé est l'émission hebdomadaire qui vous veut du bien. Des chroniques, des reportages, des témoignages recueillis sur le continent et ailleurs. Chaque semaine,
semaine, je vous donne rendez-vous pour une consultation avec nos experts. Carnet de santé vous donne la parole pour leur poser